Depuis que je suis rentré au pays, depuis que je suis rentré en Côte d'Ivoire pour entreprendre, pour y vivre, je suis constamment habité par une peur. Cette peur-là, c'est celle de devoir un jour retourner en France parce que ça n'a pas marché. Lorsque nous étions de l'autre côté, lors d'anniversaires, lors de baptêmes, lors de funérailles, lors de rassemblements sociaux, on avait toujours quelqu'un qui explique une histoire ou qui connaît quelqu'un qui a vécu ça. Et l'histoire, c'était que quelqu'un qui avait décidé de rentrer en Afrique, ça peut être en Côte d'Ivoire, ça peut être au Cameroun, ça peut être au Gabon, qui a décidé de rentrer en Afrique pour investir, pour y vivre avec toute sa famille. Et finalement, ça n'a pas marché et puis cette personne est revenue. Et je me dis, quel échec, quel échec. Échec dans le sens où tous ceux qui sont passés par là savent ce que c'est, un déménagement international. C'est carrément, quand on est seul, je ne sais même pas si on peut parler de déménagement, mais quand on a une famille et qu'on a des enfants qui sont déjà à l'école, qui ont déjà commencé l'école, qu'on est déjà inséré dans le tissu social dans un pays, c'est très difficile. C'est très très difficile. Les différentes déclarations, le changement d'école, les nouvelles inscriptions dans le pays, et surtout tu quittes la France et tu rentres en Côte d'Ivoire, carrément, on pourrait dire un système identique mais carrément différent, différentes mentalités, différentes façons de faire les choses, de voir les choses, ça a un gros changement. La peur de est-ce que les enfants vont s'adapter, est-ce que madame va retrouver ses repères, est-ce que monsieur lui-même va retrouver ses repères, c'est pas évident. Sans compter le regard des autres qui te voient revenir au pays, et puis qui s'imaginent tout. Voilà. Le regard des autres. Faut comprendre que quelqu'un qui quitte l'Afrique pour aller en France, pour aller en Occident, même dans un autre pays, même au Maroc qui est tout juste à côté, on s'attend à ce que la personne réussisse, vive mieux et éventuellement apporte un soutien à ceux qui sont restés au pays. Et voilà que toi, tu es parti, tu as fait plusieurs années là-bas et tu reviens. Et quand tu reviens, on se dit, ok, c'est bon, il revient. Mais il revient comment? Est-ce qu'il revient pour apporter son aide à la famille? Est-ce qu'il revient parce qu'il a été rapatrié? Est-ce qu'il revient parce qu'il a simplement échoué là-bas? Donc il ne vient pas pour nous aider, et il n'a pas été rapatrié, il a tout simplement échoué. Et il revient encore dans ce dans quoi il était avant de partir. Tellement de choses peuvent se dire, tellement de choses peuvent se raconter, souvent même c'est tout sauf la vérité. Ce regard-là, il est un peu atténué en fonction de la manière dont tu viens. Effectivement, si tu viens pour, on va dire, résoudre le problème de la famille et des amis des personnes restées au pays, si tu te comportes comme un bon payeur, voilà, qui paye les factures, qui paye les additions, qui distribue un peu, qui donne de l'argent pour montrer des business, qui donne de l'argent pour régler des problèmes, tu es un peu mieux vu. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque toi, tu es rentré pour investir? Faut comprendre que celui qui vient investir, j'ai des amis qui me disent, mais toi, tu es toujours occupé, tu n'as jamais le temps, tu viens jamais au basket. Je leur dis souvent que celui qui rentre au pays est tout autant à l'aventure que celui qui quitte le pays. Pourquoi? Parce qu'il a les mêmes challenges, il a les mêmes réalités, il a les mêmes défis. Lorsqu'il est quitté en Côte d'Ivoire, c'était pour aller réussir. C'était pour aller tirer son épingle du jeu. C'était pour donner une meilleure vie à sa progéniture et à ses géniteurs et par extension à toute la famille. Donc quand il arrive là-bas, il se bat. Il fait tous les boulots qui lui tombent sous la main. Il se prive. Alors, pas tout le monde. Il y en a qui vont et qui sont dans la jet set et qui vivent leur vie. J'ai pas de jugement là-dessus. Je ne fais que caricaturer ce que je sais. Donc, il se bat, il se prive. Il ne porte pas les habits qu'il veut. Il ne mange pas ce qu'il veut parce qu'il est venu pour quelque chose. Et surtout parce qu'il a des comptes à rendre. Il a des résultats.
à obtenir. Et bien, celui qui quitte en Occident pour rentrer en Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes challenges. Parce qu'il est revenu, il est obligé de prouver qu'il n'est pas revenu parce qu'il a échoué là-bas. Il est obligé de prouver qu'il est revenu parce qu'il a un projet bien défini ici qui va lui permettre de justifier pourquoi il n'est pas resté là-bas. Parce que c'est ça. Tu es parti, c'était pour nous aider. Maintenant, tu reviens là où nous on est. Qu'est-ce que tu as à nous apporter? Parce que ça aurait été mieux que tu restes là-bas. Au moins, tu es en euros, tu es en livres sterling, tu es en dollars, tu pouvais nous aider. Maintenant, tu viens ici parmi nous. On fait comment? Donc, il y a cette pression-là. Donc, il est tout autant obligé de continuer à se battre. Lorsque tu finis de jouer et que tu trouves que tu dois aller travailler pendant que les amis, normalement, doivent débuter la troisième mi-temps, qui est tout à fait normal, Quand on finit de jouer, on s'assoit. Mais lorsque tu n'as pas le temps et que tu dois aller sur un lotissement et que tu dois aller surveiller une ferme et que tu dois aller apporter ton aide à un partenaire, tu es obligé d'y aller. Automatiquement, il y a un décalage avec tes contemporains, avec les amis. Mais tu es obligé de faire ça. Tu ne peux pas être aussi disponible que quelqu'un qui est là, qui n'a pas vraiment grand-chose à prouver, mais qui s'en sort, qui a ses activités, hein. Mais il n'a rien à prouver par rapport à quelqu'un qui est revenu du pays. Donc du coup, tu es obligé d'être encore en train d'essayer de prouver à toi-même et aux autres que ça valait la peine de retourner au pays. Donc automatiquement, c'est la même pression. C'est le même engouement. C'est la même rage de vaincre, la même rage de réussir. C'est exactement pareil que lorsque tu pars à l'aventure. Donc, le challenge, c'est de savoir comment réussir son retour au pays. Et lorsque j'ai un peu analysé, réfléchi, parce que je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la réflexion, pour justement essayer de comprendre certains phénomènes, je me suis rendu compte que très souvent, ces personnes-là qui échouaient, on va utiliser le mot n'ayons pas peur, et retournaient en Afrique, il y avait plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le fait que ces personnes n'ont pas cherché à s'adapter au système dans lequel elles étaient arrivées. Elles sont restées benguisses dans leur esprit. Un benguis dans l'esprit, dans un corps et une âme de quelqu'un qui est dans un environnement bien défini et qui ne va pas changer pour cette personne-là. Elles n'ont pas cherché à s'assimiler, pour reprendre le mot célèbre actuellement dans la présidentielle française 2022, elles n'ont pas cherché à s'assimiler, à se conformer, à s'adapter, à s'intégrer. Dernièrement, j'ai fait une vidéo que je vais poster d'ailleurs, où j'échangeais avec des membres de la diaspora rentrés, donc des repas de preneurs, des expats, qui disaient que eux, ils préféraient rester entre eux. Mais si vous restez entre vous, comment vous faites pour détecter la mentalité de l'Ivoirien, les façons de faire de l'Ivoirien, la méchanceté à l'Ivoirienne, cette envie de détruire l'autre à l'Ivoirienne? Je précise que c'est international, hein, c'est universel. Je suis pas en train de dire que ça, ce sont les traits de caractère spécialement ivoiriens, mais comment tu fais pour savoir le degré de ces différents facteurs-là à l'Ivoirienne? Il faille que tu puisses être avec eux pour sentir ça, pour savoir comment marcher, comment te comporter. Moi, j'ai fait énormément d'erreurs parce que je n'ai pas voulu justement penser à l'Ivoirienne. Mais c'est pas facile. Parce que quand tu as baigné dans cet environnement occidental pendant 5, 10, 15, 20, 25 ans et que tu as un certain âge, c'est difficile de revenir et puis de changer cette mentalité-là. Mais il faut faire un effort. Pour moi, la première raison pour laquelle ces personnes-là avaient échoué ou ont échoué ou continuent d'échouer, c'est parce qu'elles ont refusé de s'adapter aux mentalités locales, aux façons de faire. Elles ont refusé tout simplement de s'adapter. L'adaptation passe par plusieurs facteurs. Lorsque vous voyez par exemple des expats préférer aller faire leur marché dans des supermarchés, alors qu'il y a des marchés dans chaque quartier. Par exemple, moi je suis à
à Bingerville, mais j'étais à la Palmeraie. J'ai pas encore réussi à identifier le marché de Bingerville, mais il y en a un peu plus loin, mais que j'ai pas encore fréquenté. Mais j'ai beaucoup passé de temps à la Palmeraie lorsque je débutais. Je faisais mes courses au marché local. La différence, c'est le prix. Bien sûr, il y a le standing, voilà, tu es sous le soleil, tu transpires, tu te faufiles parmi les gens, mais ça vaut le prix, ça vaut le coup puisque tu es venu pour investir. Donc la gestion des coûts et des prix est très important pour toi. Vous voyez des expats qui continuent à aller dans des supermarchés, dans des hypermarchés, je ne vais pas forcément dire de nom, alors qu'il y a le marché qui est là. Vous voyez des expats aller habiter dans des quartiers où le 2 pièces est à 250 000 parce qu'ils veulent un certain standing à l'occidental. Donc, c'est raisonnable, c'est normal, c'est à respecter, c'est leur choix. Sauf que ça ne correspond pas à ce qu'ils sont venus faire. Donc, c'est critiquable. Prendre un 2 pièces à 250 000 dans des quartiers, alors que le même 2 pièces est à 100 000 ou à 150 000 dans un autre quartier, un peu plus modeste, mais pas non plus populaire, puisque le but, c'est pas non plus d'aller dans un quartier populaire qui ne ressemble pas à sa personne et qui ne permettent même pas d'inspirer la personne à vouloir des grandes choses. Je ferai peut-être une autre vidéo sur le positionnement stratégique en fonction de ce qu'on veut dans la vie. Lorsque ces personnes-là préfèrent acheter une voiture alors qu'elles peuvent commencer déjà dans les transports en commun qui auront un autre avantage qui est de leur permettre de connaître Abidjan. Lorsque ces personnes se permettent de pouvoir toujours avoir un train de vie tous les week-ends, de sortir, d'aller dans des endroits intéressants et gaspiller beaucoup d'argent, alors qu'elles pourraient, faire leur marché au marché local, permettre la répétition et préparer elles-mêmes. Donc le train de vie de ces personnes-là va faire que leur portefeuille, leur capital va commencer à diminuer. Et là, elles ne sont même pas encore entrées dans les affaires. Et lorsqu'elles vont maintenant commencer dans les affaires, parce qu'on va dire qu'elles sont venues avec un grand capital, donc tous ces mauvais choix n'ont pas impacté leur capital, lorsqu'elles vont commencer à entreprendre, au lieu de commencer petit, elles vont vouloir réaliser la vision finale qu'elles ont dans leur esprit. Pour donner un exemple pratique, lorsque moi je suis venu en Côte d'Ivoire, je voulais me lancer dans l'agriculture hors sol. J'ai commencé à imaginer les serres d'Espagne qui sont sur des hectares et des hectares, des serres de tomates, vous allez sur internet, vous verrez ça, ou des serres à l'européenne, avec du fer galva, avec de la bâche anti-UV, avec des ventilateurs, des extracteurs d'humidité, ce que j'avais déjà vu en Occident. Sauf que quand on arrive ici, il faut maintenant importer ce matériel-là. Et étant donné que la politique douanière ivoirienne n'est pas vraiment souple pour aider les gens à exporter, on se retrouve face à des coûts exorbitants. Des coûts qui vont venir menacer la rentabilité du projet en lui-même. Automatiquement, je me retrouve à faire des abris traditionnels avec des bambous et des chevrons, matériel qu'on trouve localement à moindre coût. Et à prendre des bâches qui sont de moindre bonne qualité, mais qui permettent de faire l'activité et de pouvoir engranger certains revenus qui permettront après de réaliser la vision finale. Je passe des jours, je passe des heures de coaching avec des membres de la diaspora dans la semaine et des fois je suis là à écouter leurs projets et à la fin je leur dis concrètement que le projet il est bon, mais il n'est pas réalisable en Côte d'Ivoire. Et je rentre dans des arguments de coût et de mentalité. Lorsque tu fais une tomate qui se veut bio, ce que nous faisions à l'époque, et qu'à la fin vous dites que ma tomate est à 550 le kilo, et qu'on vous dit que non, mais moi je viens du marché d'Adjamé, j'ai eu ma tomate là-bas à 250, vous voulez faire quoi? Lorsque vous dites que non, mais attention, c'est du bio, et que la dame vous répond que mon frère, moi bio là, c'est pas mon problème, parce que c'est pas elle qui va consommer. Je parle bien sûr de la dame qui est au marché. Il n'y avait que les ménages, donc les femmes ou les hommes, qui savent que l'aliment qu'elles vont acheter va directement rentrer dans leur ventre, qui étaient soucieuses de la tomate bio ou non bio. Mais le marché est tellement petit que tu es obligé de mettre à côté ton idéologie d'agriculture biologique. C'est ça l'adaptation. C'est ça la conformité. C'est ça s'intégrer dans les mentalités locales.
adapter son business model aux réalités du pays dans lequel on va. Lorsque les grandes chaînes de restauration rapide vont dans des pays où la population ne consomme pas de viande, ils font des hamburgers végétariens. Pourtant, ils pourraient garder cette idéologie de conserver le même produit selon le pays, mais ils font des hamburgers végétariens parce qu'ils veulent s'infiltrer dans les mentalités, dans les habitudes, dans les mœurs de la population locale. C'est ça qui va faire que quelqu'un va arriver en Côte d'Ivoire et va rester 10 ans, 15 ans, 20 ans et y demeurer. Et quelqu'un qui va venir et puis 2 ans après qui retourne au pays. Ici, même dans le recrutement, tu dois adapter ton recrutement à la mentalité locale. Le choix de la localisation de ton bureau. La plupart des jeunes que nous prenons en recrutement, en interview, habitent Yopougon. Quand vous vous basez à Cocody et que vous prenez quelqu'un qui est à Yopougon, c'est clair que il y aura peut-être, sachant qu'il est difficile actuellement, mais le gouvernement est en train de régler ça, de sortir de Yopougon. Donc, c'est peut-être opportun pour vous de rester dans Cocody parce que les transports vont compliquer le quotidien de la personne qui vient de Yopougon. Donc, il y a toute une réadaptation à faire au niveau des interviews, au niveau du rapport avec les gens, au niveau de la conception des choses, au niveau du niveau d'investissement qu'on veut mettre en place dans ce pays. Et jusqu'à présent, Dieu me donne la force de pouvoir m'assimiler localement. Je suis quelqu'un qui sait, on va dire, de réserver, qui n'aime pas changer ses habitudes, mais lorsque ses intérêts sont engagés, arrive à se fondre dans la masse pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Et c'est pour ça que beaucoup de gens vont venir en Afrique et vont retourner parce qu'ils n'ont pas su comment asseoir leur business dans d'autres réalités que celles qu'elles ont connues. Je vais mettre fin à cette vidéo. Ma conclusion est que il faut à un moment donné savoir s'adapter en fonction des objectifs que vous vous fixez, que nous nous fixons. Dans un environnement africain, rien n'est comme l'Occident. Ce sont les choix que tu vas faire qui vont déterminer qui vont déterminer le fait que la pérennisation, merci, voilà, la pérennisation qui vont faire que ton business soit pérenne ici en Côte d'Ivoire. C'est pas un live, mais souvent les mots sont difficiles. C'était Nyepa Joël Anani, repartpreneur ivoirien, 10 ans d'expérience, 10 ans d'erreur, 10 ans de succès. Je reste disponible au cas où tu as besoin d'un accompagnement. À la prochaine vidéo.